Oui, bonjour à tous, Grégoire Deutz, donc cofondateur du Digital Habitat, et je vais appeler les 3 speakers qui vont rejoindre Patrice, qui a fait une bonne introduction, pardon. Donc Charlotte Frederiksen, j'appelle pour nous rejoindre, qui est présidente de Coïncidence, coach professionnel sur tout ce qui est experte en intuition et qui accompagne les dirigeants dans les processus de prise de décision. Donc c'était complètement adéquat. Et Francis Stéphan, directeur général de Domo France. Et enfin, Barthélemy Perrin, je l'invite à rejoindre. Donc, juste un petit rappel avant de commencer la première conférence qui est sur la décision. Le sujet de cette première conférence, c'est les déterminants d'une prise de décision éclairée. Je disais, Patrice Tillet a commencé à donner quelques clés. Ce qui va être intéressant, c'est que chacun puisse rebondir là-dessus. Je rappelle qu'il y a 2 autres conférences sur cette thématique. Il y en a une à 11h45. C'est sur la data et le digital au service de la décision. Et une autre qui aura lieu cet après-midi à 14h15, qui est sur les projets digitaux et comment décider de la mise en œuvre de manière, là aussi, éclairée. Donc on a 45 minutes, 40 minutes ensemble. Je vais être un petit peu maître du temps parce que comme on est diffusé, c'est important qu'on mette du rythme dans notre conférence. Et on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. C'est peut-être chacun de vous faire un retour sur peut-être la dernière décision ou la dernière bonne décision que vous avez pu prendre, pardon, et pourquoi pour vous elle était bonne, et surtout comment vous l'avez prise. Est-ce que c'est justement de l'intuition ou de la rationalité? Donc peut-être qu'on peut commencer par Barthélemy à gauche, si tu peux nous partager. Merci et bonjour à tous. Alors, des décisions par nature, on en prend régulièrement. Donc, la dernière, je ne sais pas, mais en tout cas, la plus importante que nous, on ait prise, c'est de réinvestir massivement notre patrimoine. Lille Métropole Habitat, c'est 35 000 logements, 100 000 locataires sur la métropole européenne de Lille. Un patrimoine très concentré, beaucoup d'avantages, mais en très mauvais état. Pour tout un tas de raisons, 75% en QPV, pas assez d'investissements passés, on attendait l'ANRU, parce qu'on est dans des cycles, l'immobilisme de l'immobilier, on attend les cycles, et puis on se retrouve confronté à des nouvelles manières de voir, notamment la qualité de service, et puis on voit que on a beau faire des enquêtes, on ne progresse pas. C'est marrant parce que je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui croyaient qu'en faisant des enquêtes, ça allait améliorer la qualité de service, mais manifestement, il faut avoir des actions. Nous, on faisait des enquêtes. Et donc, on s'est dit qu'il fallait probablement réinvestir le parc de manière massive. Et donc, la première décision qu'on a prise, on est une nouvelle équipe de direction qui est là depuis 3 ans, c'est de dire, en fait, le parc nécessite à peu près 3 milliards d'investissements sur les 10 prochaines années. On ne sait pas les financer parce qu'on a les données nécessaires pour savoir qu'on ne sait pas les financer. On a les données nécessaires pour savoir qu'il va falloir qu'on dépense 3 milliards. Et donc la première décision qu'on met sur la table de notre conseil d'administration, c'est de dire on fait quoi? Est-ce que on réinvestit massivement? Ça veut dire qu'il faut aller chercher des capitaux à l'extérieur. Ou est-ce que vous décidez de vendre? Parce que finalement, un patrimoine dans l'état dans lequel il est, soit il faut le réinvestir, soit il faut laisser d'autres le faire. Finalement, la décision qu'on a prise, c'est de dire on ne peut pas rester dans l'immobilisme, il faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. De toute façon, on est au bout de ce cycle. Il faut réagir, c'est de notre responsabilité. Et donc de soumettre à une gouvernance un choix un peu cornélien, il y a 2 ans et demi, de dire est-ce qu'on réinvestit ou est-ce qu'on se sépare de ce parc. Et donc la décision a été de dire on le réinvestit. Et donc là, on rentre dans un cycle de comme on va dépenser 3 milliards, il faut qu'on sache parfaitement comment on va les dépenser. Il faut qu'on sache ce qu'on va mettre où, parce que chaque euro doit avoir un impact, non pas que sur la qualité de service, mais finalement sur la durabilité du patrimoine, sur l'engagement de décarbonation, sur le confort, sur la vie des locataires, sur la vie des quartiers. Voilà. Et donc on est dans ce cycle-là. Donc en tout cas, c'est une décision qui a été prise il y a 2 ans et demi, Oui. très structurante pour votre organisation. Oui. Et peut-être qu'on reviendra justement sur les déterminants et peut-être sa mise en œuvre et son suivi.
Francis, Stéphane, je vous laisse peut-être aussi votre dernière grande ou bonne décision. Alors, je ne vais pas évoquer grande ou bonne décision, je vais vous donner l'exemple de 2 décisions qui sont très différentes et qui montrent que les choix peuvent être très différents. Domo France, aujourd'hui, c'est 42 000 logements, on est dans une SAC à 47 000, on mène une fusion qui va nous porter à 57 000 logements actuellement, une fusion complexe, et nous sommes dans le groupe Action Logement. Donc, un sujet assez simple, le développement, tous les jours on prend des décisions parce qu'on produit 2000 logements par an à peu près. Et les développeurs vous disent, aujourd'hui on est débordé par les volumes d'affaires, et donc zone tendue, zone tendue, zone tendue. Et si on les écoute, c'est la nature de leurs décisions, c'est le marché. Un exemple, en Vallée d'Ossau, je suis appelé par un maire qui nous propose d'aller construire à Rébénac. Ça ne va pas parler à beaucoup d'entre vous, une petite commune. Et les équipes me disent, oui, c'est 8 logements, on ne va pas aller s'embêter pour ne pas employer un autre mot à Rébénac. Très bien, on propose le dossier, tout ça, tout va bien. Et puis je leur dis, mais vous savez qui est le maire de Rébénac? Ah bon? Oui, c'est le président des maires des Pyrénées-Atlantiques. Ah bon, donc ça demande à revoir un peu le dossier. Vous savez aussi que ce maire est président des maires de la région Nouvelle-Aquitaine, la plus grande région de France. Ah, bon, donc là, on va regarder le dossier un peu différemment. Vous savez que le maire est également un proche du président du département et un très proche du Premier ministre actuel. Bon, on va prendre le dossier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'environnement, à 360 degrés, il ne faut pas se précipiter dans la décision sur des données simplement, comment dirais-je, naturelles. Il faut aller chercher l'information, et là, le digital peut nous aider à multiplier les informations. Après, il ne faut pas être noyé d'informations, mais c'est important d'avoir un regard à 360 degrés. Autre sujet, ces derniers jours, dans le cadre d'une SAC, on doit prendre la décision très vite avec le président du département de se séparer du directeur général de l'office et de liquider le DAF. Bon, décision compliquée parce que... oui, le directeur financier, si vous préférez. Ah bon? Oui. Merci pour cette précision. S'en séparer, si vous préférez, mais le résultat est le même. La décision, elle doit être rapide. Elle doit être portée, mais surtout, on doit environner les conséquences. Parce que vous avez en face, dans ce département, une majorité départementale qui est tenue par une couleur politique et une opposition qui est pilotée par un ancien président de la République. Dans un contexte sensible. Donc ça veut dire que quand vous allez prendre la décision, même si financièrement, managérialement, elle doit être prise, il faut s'assurer qu'on ne va pas avoir des effets rebonds qui vont être pires que la décision. Donc c'est ça aussi qu'on doit travailler et environner. Et les équipes n'ont pas toujours la vision à 360 degrés. Elles sont souvent sur le premier degré, la décision, voilà. Mais il faut aller un peu au-delà. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Okay, merci beaucoup. Patrice Thier, et après je ferai, si vous aussi, une dernière décision un peu significative pour illustrer ou lancer la conférence, si vous pouviez nous la partager. Alors, sur les décisions, j'allais dire, ce matin, on était en réunion à 8h pour parler d'un programme de vente de logement, choix vente à l'unité, vente en bloc. Donc là, on est vraiment dans des décisions opérationnelles. En tout cas, merci encore aux équipes qui avaient préparé les éléments. Donc, la décision, elle doit être préparée, tu l'as dit, avec des éléments, et c'est là où le digital peut aider à organiser l'environnement de prise de décision. Si je l'ai dit en introduction, moi j'ai un mot que j'utilise souvent, c'est la question de l'angle mort. Je dis, mais c'est pour ça que je laisse assez ouvert la capacité à m'interpeller. Et moi, je dis aux collaborateurs, n'hésitez pas à me dire que vous pensez que ma position ne tient pas la route et que vous ne la comprenez pas et que peut-être que je fais une connerie. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je préfère qu'on m'alerte là-dessus. On s'expliquera.
peut-être que du coup, je vais dire, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça, parce que moi, j'ai cette hantise de l'angle mort. J'ai commencé ma carrière dans un cabinet d'élus, au cabinet du maire de Lyon, et le nombre de fois où il me disait, alors moi, j'étais un peu jeune, je sortais de l'université, donc je croyais qu'on pouvait tout dire à un élu, donc je lui disais, monsieur le maire, là, quand même, vous déconnez, ou enfin, je lui disais pas comme ça. Mais là, je suis pas sûr que ce soit une bonne décision. Il me disait, mais finalement, c'est le plus jeune et le plus récent arrivé au cabinet qui me dit les choses. Parce qu'il y avait un phénomène de cours, qu'on imagine bien. Et du coup, ça m'a formé en disant, finalement, il y a toujours un moment où on a l'opportunité de challenger les conditions de la décision ou de ne pas le faire. Donc moi, j'incite plutôt, j'ai vu tout l'avantage que je pouvais retirer du fait de pouvoir avoir cette proximité avec un élu et de pouvoir lui dire, ben là, en fait, ça va pas passer pour telle et telle raison. Et à l'époque, le maire, c'était Michel Loire, il me disait, mais Patrice, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens osent pas me dire les choses, parce que du coup, je vais prendre des décisions et j'ai un angle mort, et je vais me planter. Et du coup, j'ai gardé ça en tête et chaque fois, je dis attention, est-ce que je n'ai pas un angle mort? Je me pose la question et du coup, je vais aller solliciter des avis pour prendre des décisions. Donc, j'espère que ce matin, on a pris une bonne décision ensemble. En tout cas, on s'est laissé des fenêtres de tir pour recalibrer avec des options. Donc, ça, c'est plutôt bien. Puis, deuxième sujet, c'est l'enjeu qui m'a été donné il y a 8 mois en prenant la direction du groupe Arcade Vif, c'est mettre en place une nouvelle stratégie à partir de 2026 pour le groupe Arcade Vive et en même temps la stratégie Habitat du groupe Vive. Donc là, on est dans la phase, on s'en parlait au café, de réflexion, d'intuition. C'est-à-dire qu'on porte, parce que ce n'est pas nous qui décidons, on doit se dire qu'on est dans une position un peu techno, de réfléchir à base d'intuition et de compréhension des enjeux qui peuvent être les nôtres et ensuite pouvoir soumettre à nos actionnaires des propositions stratégiques. Donc là, on est dans cette dimension-là où on se dit, quand même, avec 30 ans d'expérience, mes cheveux blancs, mon cursus et aussi toutes les équipes qui sont autour de moi, la communauté des présidents et la communauté des directeurs généraux des entités, on consolide finalement ces intuitions. Mais il faut quand même qu'à un moment, l'intuition, c'est un peu comme des idées que l'on a de manière assez créative et peut-être abstraite. Et ces intuitions, il faut quand même qu'elles servent. Donc voilà, moi, comment je conçois c'est la prise de décision et ces deux champs de décision. La décision stratégique, c'est plus complexe, ça engage plus, mais on a aussi effectivement toute la journée, on prend des décisions opérationnelles sur lesquelles c'est quand même les mêmes processus de préparation de la décision et d'éviter les angles morts. Ok, les angles morts, en effet, qui a été répété. Donc, si je retiens entre ce qu'a dit Barthélemy, Francis et Patrice, il y a un sujet de décision, et on va regarder après peut-être la mise en œuvre d'une décision importante chez LMH. Vous avez parlé, Francis, des sujets de environner, finalement, aussi, de décider en connaissance de cause, en quelque sorte, ou en tout cas d'avoir le maximum d'informations. Et puis après, vous avez aussi évoqué le sujet de comment dans l'équipe on libère la capacité aux gens de décider ou en tout cas de challenger les idées en interne. Peut-être je vais laisser la parole maintenant à Charlotte Frederiksen, peut-être pour nous donner un peu de hauteur par rapport à toutes ces décisions, en tout cas ces retours de décisions qu'on a eus des uns et des autres. Si vous pouvez nous donner une vision et aussi peut-être aussi nous partager votre retour d'expérience sur d'autres secteurs que l'immobilier qui est immobile a priori. Oui, merci beaucoup. En fait, ce que je trouve intéressant dans les témoignages des uns et des autres, c'est on a tous demain 2 hémisphères, enfin a priori. Et du coup, l'idée, c'est de taper, comment on dit, d'aller chercher dans les deux. Et c'est à peu près dans l'hémisphère droit que se situe l'intuition. Et c'est bien dommage de ne pas l'utiliser. Alors bien sûr, le rationnel situé dans l'hémisphère gauche est très... on instruit beaucoup avec le rationnel à l'école, à l'université, en entreprise. Il est récompensé, il est facile à expliquer. Et c'est aussi très important de taper dans l'intuitif. Alors du coup, dans vos témoignages à vous deux, j'entendais beaucoup la nécessité d'aller dans le rationnel avec les études, et bien sûr, absolument. Et puis j'entendais un peu plus dans le vôtre le fait de taper aussi dans l'intuitif et dans
et dans l'environnement et dans laisser la parole aux autres, à leurs intuitions pour passer au crible du coup du rationnel, vos intuitions. Et du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, alors oui, il y a des processus de décision qui disent, d'abord, vous allez rassembler toutes les informations de façon très rationnelle. Ensuite, vous allez, dans une deuxième étape, vraiment lister les différents scénarios avec toutes les informations pertinentes que vous trouvez à ce moment-là. Et puis après, vous allez décanter. En troisième phase, c'est on décante, on fait une pause. On va faire un tour de building comme Steve Jobs faisait toujours avant de prendre des grosses décisions, pour vraiment défocuser. Et puis, souvent, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est d'une façon un peu soudaine, comme un éclair, l'intuition peut débarquer et vous dire, et vos ressentis corporels peuvent être une preuve vraiment intéressante pour sentir physiquement si c'est la juste décision. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, à ce moment-là, carrément, c'est ce qu'on appelle le kéros. Et du coup, vous accompagnez dans cette décision et d'en sentir qu'elle est juste pour vous. Donc voilà, à peu près. Merci. Un des éléments qui me paraît important, c'est aussi, vous êtes tous plutôt haut dans les organigrammes, voire au sommet, comment vous managez justement ou initiez cette prise de décision, non pas uniquement dans les décisions que vous prenez pour qu'elles soient challengées éventuellement, mais aussi pour que chacun, dans sa mise en œuvre de son job, au quotidien, dans sa direction, dans son service, ou même en proximité du terrain de vos clients, comment vous challengez cette prise de décision, que vous alimentez cette culture de la prise de décision, ou vos retours d'expérience d'ailleurs là-dessus. Bon, peut-être un mot d'abord. Faut pas oublier que dans toute responsabilité, on prend des décisions tous les jours. Et moi, j'avais en tête ce que disait Georges Pompidou, pour les plus anciens, un président de la République a marqué ce pays. Pas à son juste niveau d'ailleurs, parce que aujourd'hui on vit sur Airbus, sur le TGV, etc. Et c'était un type qui avait une formidable intuition dans ses choix politiques. Et il demandait à ses collaborateurs, d'abord c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'art, et l'art ça aide beaucoup dans l'intuition et dans le regard de détachement. C'est important dans la décision de temps en temps de faire le pas de côté. Mais je vais y revenir sur le côté disruptif. Mais il disait à ses collaborateurs, donnez-moi les scénarios. Et il en avait 1, 2, 3, 4. Il disait, c'est très bien, ça sera le 5e. Parce que ça lui permettait d'alimenter lui-même sa réflexion. Et ce qu'on a besoin au quotidien, c'est qu'on ne nous apporte pas des solutions toutes faites. C'est qu'on nous apporte de la matière pour la décider. Par contre, quand elle est décidée, elle doit devenir la décision de tous. Et ça, c'est un petit problème qu'on a avec beaucoup de collaborateurs ou de directeurs dans nos organigrammes. C'est que c'est facile d'assumer les décisions positives. Mais quand c'est une décision négative, ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est lui. Quand c'est positif, nous avons décidé. Quand c'est négatif, c'est il a décidé. Et moi, ce que je demande aux collaborateurs, c'est que quand je suis en COMEX, on a le temps du débat, de l'échange, et souvent les décisions que j'avais imaginées au départ ne sont pas celles de l'arrivée, et heureusement, mais quand elle est prise, elle devient la décision de tous. Et on ne peut pas accepter autre chose. C'est Chevènement qui disait, hein, on se soumet ou on se démet. Eh bien, c'est ça qu'on attend aussi d'un CODIR, c'est il y a le temps de l'échange, mais quand la décision est prise, ça devient la décision de tous. Patrice. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Francis, qui est très juste, c'est aussi comment dans la décision, moi je suis très attentif au fait que l'espace de parole soit, enfin j'ai expliqué ma première expérience professionnelle dans laquelle je me suis rendu compte que si l'espace n'est pas ouvert à l'écoute, on va avoir ces angles morts. Mais moi il m'est arrivé de prendre des décisions qui n'était pas la décision que je souhaitais prendre. Parce que dans ce collectif, finalement, je réajuste plus que mon intuition rationalisée, j'allais dire, finalement. Hein, comme ça, j'utilise les deux hémisphères, l'un après l'autre. Mais je commence par celui de l'intuition et après, je rationalise. Peut-être que c'est possible de faire dans l'autre sens, mais ça, moi, j'y arrive pas. Et du coup, il y a un moment, j'entends et je me dis, bah, finalement, j'aurais préféré faire ça.
mais quand même, le chemin à accomplir est trop compliqué, ou en tout cas, il n'y a pas d'adhésion. Et à un moment, effectivement, tu as raison de dire comment ensuite la décision va être portée. On parle d'embarquement. Si on veut embarquer, il y a un moment aussi où ce collectif qui a été appelé à construire l'environnement de la décision puisse se dire, bon, bah, ok, on a décidé ensemble. Parce que l'idée, c'est pas la faiblesse de dire... finalement, ce n'est pas le DG qui décide de tout, c'est un collectif qui a décidé, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est une manière de dire, bah, écoutez, effectivement, pour aller à l'endroit où on doit aller, on pense que c'est ce chemin-là. Moi, j'étais plutôt là-dessus, mais du coup, on va partir sur cette idée-là et on va ensuite la déployer. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est cette capacité aussi à réajuster par rapport à l'environnement immédiat de la prise de décision. Ça me paraît important. Et c'est ce qui va aussi permettre ensuite à ce que, justement, le champ des angles morts disparaissent, parce que les collaborateurs qui participent à ce travail-là se rendent compte de la puissance, finalement, de leur évocation, de leurs paroles, puisque finalement, ça va vraiment avoir un impact sur la prise de décision. Donc, il ne faut pas se gêner à dire bah, « moi, j'étais plutôt là-dessus, mais je vous entends, donc du coup, on va partir là-dessus ». Voilà, moi, je crois qu'il faut aussi l'assumer, et en se disant, c'est pas je suis en train de montrer de la faiblesse par rapport à un collectif. Hein. En tout cas, moi, je n'ai jamais conçu comme ça, et je pense que ça permet de créer un environnement propice à l'échange. Juste une petite remarque avant de vous laisser intervenir, Charlotte. Là, on parle beaucoup de décisions au niveau des comités de direction, mais après, dans l'organisation par capillarité, comment on véhicule cette initiative, cette prise de décision, voire même, je ne dirais pas ce goût du risque, mais cette nécessité de prendre des décisions dans les organigrammes au plus près du terrain, en définitive. Je vais donner un point de vue. Alors, je ne vais pas remonter à Pompidou, excuse-moi, mais on a, pendant des années dans les entreprises, écrit des procédures et des process pour justement, quelque part, limiter la prise de décision, limiter le risque, déresponsabiliser si vous voulez, mais à la limite, ce n'est pas le sujet. En tout cas, limiter le risque de la prise de décision. Nous, aujourd'hui, notre équipe de direction générale, elle a cette volonté. Alors, il y a des sujets qui restent processés, ça c'est une évidence, qui sont liés à la réglementation et qu'il faut protéger. OK. Mais nous, notre logique, c'est de voir tous les outils de données comme le début d'une prise de décision et pas comme l'aboutissement d'un process. Pendant des années, on a construit des planches de bord qu'on présente tous les mois, tous les jours ou toutes les semaines à nos COMEX, à nos mois, plusieurs années, qu'on se dit non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut donner à nos collaborateurs un cadre global. Alors parfois, il y a besoin de process parce qu'il faut du solide. Parfois, il y a besoin de données parce qu'il faut du solide aussi pour pouvoir prendre la décision. Mais finalement, donner un maximum d'informations à nos collaborateurs pour leur permettre d'être actifs dans le processus de décision, de participer, par exemple, énormément de formations managériales dans lesquelles on insiste sur la prise de décision managériale, sur la prise de décision opérationnelle, que chacun puisse participer. J'ai beaucoup aimé ton introduction qui disait que ça allait changer nos métiers et qu'on allait chercher plus de valeur ajoutée de nos collaborateurs. Nous, on est convaincus de ça. Les process ne permettent pas d'accéder à une valeur ajoutée suffisamment importante. Et je pense que tu l'as évoqué d'ailleurs. La problématique de l'avenir du traitement de la donnée, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en fait, tous les process automatisés, ils vont être automatisés pleinement. Donc il faut assez vite mettre nos collaborateurs sur là où ils ont de la valeur ajoutée, c'est-à-dire leur cerveau, et donc leur donner accès à la capacité de prendre une décision en s'appuyant sur des process, ok, peut-être pas sur tout, en s'appuyant sur le partage de la donnée, l'acculturation au partage de la donnée, et en fait s'appuyer sur ce qu'ils ont de plus précieux probablement, c'est-à-dire leur intelligence, pour prendre la meilleure décision et être le plus agile que possible. Oui, juste un petit mot, parce que pour revenir sur l'intuition et puis sur la bonne décision. Moi, je crois que la bonne décision, c'est celle qu'on est prêt à assumer, qu'on sait expliquer, qu'on sait vendre aux équipes et qui est facile à relayer. Si on a du mal à la comprendre soi-même, on va avoir du mal à la vendre. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit complexe, il faut qu'elle soit crédible, facile et qu'elle soit un circuit court. Et je le vois pour avoir mené plusieurs fusions, ce qu'on m'a souvent dit et ce qu'on voit chez beaucoup de partenaires, c'est on est bien dans cette boîte, mais ça ne décide pas.
Et ce qu'attendent les collaborateurs, c'est qu'il y ait de la décision, qu'elle soit rapide, qu'elle soit compréhensible. Et quand on va te voir, on sait qu'on ressort, il y a une décision, une orientation de prise. Et ça, c'est important. Après, la question de l'intuition et de la raison, c'est deux choses que je n'opposerai pas, mais qui sont complémentaires. Et selon les sujets, une va être dominante par rapport à l'autre. Je vais juste citer un exemple. Dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'intuition, hein. Dans les deux décisions que j'ai évoquées, c'est plutôt du rationnel et il faut voir comment on environne les choses. Mais quand je travaille sur la question stratégique, que je rentre et que je dis aux équipes, je vous donne un an pour être bicorp. C'est un pari, c'est de l'intuition. C'est de l'intuition. Quand je baptise notre projet stratégique, on me dit cap 2030, ambition 2030 et tout. Mais j'ai dit c'est d'une banalité à crever. On va appeler ça vivant. Oh, voilà. Hein, ou mortel, comme on veut. Mais voilà. Non, mais il faut de temps en temps avoir l'intuition du disruptif et comment on va le vendre et comment on va franchir le Rubicon. Et c'est ça qui est intéressant quand on prend des décisions. Et donc justement, ça me fait le lien, Charlotte, comment on emmène justement ces managers à peut-être faire plus confiance à leur intuition, être un peu plus, je ne sais pas si intuition doit le lier forcément à être créatif, mais disruptif. Comment on fait pour amener une équipe de management à, plutôt que uniquement dans une réflexion posée et rationnelle, à faire plus confiance à ses intuitions? Ouais, merci Grégoire, c'est un bon point. Quand on me demande justement d'accompagner des dirigeants et des managers à décider plus par eux-mêmes, l'idée c'est de leur donner des outils parfois un peu génériques et puis après surtout très spécialisés, donc c'est très customisé, sur comment essayer de leur faire un peu plus prendre conscience de comment leur processus intuitif fonctionne. Quel ressenti corporel, spécifiquement lui ou elle, va avoir quand une intuition va débarquer. Et la notion que je voulais rajouter aussi en vous entendant tous les trois, c'est la notion du temps, qui est très importante, parce que Bernstein disait l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Et donc, de temps en temps, il n'y a pas le temps, quoi. Il n'y a pas le temps. Le capitaine Sully, vous vous souvenez peut-être, alors c'est pas Pompidou, c'est 2013, mais quand il a améri sur l'Hudson River, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des oies qui s'étaient pris dans les deux moteurs, c'était un peu la cata. Il n'avait pas le temps. Même si après, dans le procès, on lui a dit, mais oui, mais on vous a dit d'aller à Newark ou à JFK. Lui, avec son intuition raisonnée, parce que c'est une partie de l'intuition, ça veut dire basé sur son expérience de pilote et le nombre d'heures important qu'il a faites, il savait à ce moment-là, sans étudier toutes les expertises, que c'était ça ce qui sauverait le plus probablement les 155 passagers de l'avion. Donc cette notion du temps est vraiment importante. De temps en temps, il y a le temps et c'est top. On peut passer au crible du rationnel nos intuitions. Et parfois, c'est ce que j'amène beaucoup les managers et les dirigeants que j'accompagne à se fier à l'intuition. Parce que oui, de temps en temps, ça a des prises de risques, mais plus on l'entraîne, son intuition, plus ça va vite, plus on sait. Et on parlait de courage tout à l'heure. En fait, ce qui est courageux à mon sens, c'est d'aller l'entendre, cette intuition, c'est de lui ouvrir la porte. Puis après, ça ne veut pas dire qu'on va y aller tout de suite ou l'exécuter, mais au moins de l'entendre. Sinon, je trouve que c'est tellement un gâchis, je vous le dis. Merci. Et du coup, j'ai une question par rapport à ces intuitions qui prennent une place importante dans la prise de décision. Alors dans le digital, quand on prend une décision, pendant 3 ans, il faut la porter parce que c'est des investissements lourds. Et finalement, on a souvent le sentiment d'avoir une bonne intuition, mais on est quand même pétri par un certain nombre de biais. Et comment on arrive à déceler justement une bonne intuition d'une mauvaise intuition, avec parfois des conséquences quand on fait une mauvaise intuition et qu'on lance un mauvais projet digital. Ça peut avoir des conséquences assez cruelles pour nos entreprises. Tu me demandes à moi, là? Oui. OK. OK. Alors, en fait, il n'y a pas de mauvaise intuition. En revanche, ce qui est
très important, justement, pour continuer à apprivoiser. Ah, je suis contente, je peux dire ce mot en français, c'est plus compliqué en anglais. À apprivoiser son système intuitif, son processus intuitif. C'est pour l'apprivoiser et lui faire confiance, c'est vraiment capital de distinguer l'intuition de deux autres choses qui sont la peur et le désir. Et donc l'intuition, c'est peut-être la définition de l'intuition la plus basique, c'est la capacité qu'on a tous, hein, c'est pas que féminine, l'intuition qu'on a tous à capter une information sans l'aide du raisonnement. C'est hyper simple. La capacité qu'on a tous à capter une information sans raisonner, sans déduire. Et du coup, c'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise intuition. Les intuitions ne sont pas forcément celles qui vous apportent le plus de sous ou le plus de je ne sais pas quoi, mais c'est celles qui vont être juste pour vous et votre entreprise à ce moment-là. Mais c'est capital de différencier une peur, une projection aussi, un désir et une intuition. Et si vous avez envie, je vous raconterai plus après. Ouais, Patrice, un petit mot, oui. Ouais, on explose le temps, c'est ça? Non, je vais faire un petit rappel à l'ordre. Ah, d'accord. Allez-y. Eh ben, pour rebondir sur ce que dit Charlotte, et puis en résonance avec la référence pompidolienne de Francis, non, mais c'est le moment où il faut qu'on parle d'art ici, art, RT, et je crois que tu as raison, c'est aussi ce qui permet j'aime bien ce geste d'aller apprivoiser et chercher quelque chose du ressort de l'intuition, c'est aussi cette ouverture au monde, et quelque part la culture, l'art peut nous permettre d'avoir cette connexion un peu particulière, peut-être du ressort de l'émotion et de l'intellect aussi, et je pense que si on a cette ouverture-là, c'est pour ça que je suis très surpris de la faiblesse de la relation à l'art dans les entreprises, parce que c'est aussi ce qui permet d'avoir cette ouverture et cette compréhension, et que tout d'un coup, se dire que c'est possible d'aller tirer une intuition et d'ouvrir. Enfin, j'aime bien tous les gestes que vous faites là, comme ça. Là, c'est comme Davina et Véronique, pour ceux qui connaissaient, parce qu'on est quand même dans des références assez vintage. On fait notre sport le matin avec Charlotte, mais je trouve que la question de l'art est intéressante parce que ça permet d'ouvrir plus ce champ de connexion qui ensuite créera de l'intuition et ensuite nécessitera de la rationalisation en vue d'une décision. Bon, en effet, je voulais faire un petit rappel à l'ordre sur le temps, puisqu'on essaye on a deux principes chez Digital Habitat. Un premier principe, c'est de respecter le temps pour les gens qui nous regardent. Et la deuxième chose aussi, et c'est peut-être la dernière question que je voulais vous poser avant qu'on puisse conclure, c'est qu'on a parlé beaucoup de prise de décision, mais est-ce que chacun peut nous partager assez rapidement sur le suivi de la mise en œuvre et comment on s'assure de la bonne mise en œuvre de ces décisions? Parce que finalement, parfois, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, mais il y en a peu qui sont exécutées. On va y aller peut-être. Est-ce que... Barthélemy. C'est-à-dire que tu présentes le sujet sans beaucoup d'échappatoires possibles. Non, mais peut-être pardon. Challenger ma question. Moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, la principale difficulté que nous, on a vécue, c'est une expérience, c'est notre expérience que je livre, hein, c'est pas une vérité absolue, c'est effectivement la mise en œuvre humaine. Ça, c'est alors, on a eu des difficultés informatiques, on achète des prestations de conseil, des outils, mais en fait, la mise en œuvre, aujourd'hui, nous, elle est souvent percutée par on ne faisait pas comme ça, c'est une difficulté de changement, c'est une manière nouvelle de travailler, une crainte. Voilà, c'est l'acculturation qui est, à mon sens, aujourd'hui, le frein à la fois le plus régulier et peut-être le plus difficile à traiter, en tout cas dans nos structures, enfin dans ma structure. Après, comment on essaye de suivre en fait, l'outillage est quand même clé, et puis la proximité managériale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas rester tu as dit tout à l'heure, vous êtes au sommet d'une organisation. Pardon, mais en fait, la réalité, c'est que si on est tout le temps au sommet, on ne voit pas forcément ce qui se passe en dessous. Et si tu ne vois pas ce qui se passe en dessous, alors soit tu as des données qui te remontent, mais bon, ça reste que des données, soit et tu fais vivre tes intuitions que presque avec peu de choses, soit il faut être au contact
de ce terrain, de la prise de décision quotidienne, opérationnelle. Et c'est là que tu te rends compte que la décision que tu as prise dans ton bureau, peut-être qu'en fait, il fallait la réaxer, peut-être qu'il fallait l'accompagner différemment et donc faire vivre ta décision au fur et à mesure pour arriver à l'objectif. Ce n'est pas une décision, une arrivée, c'est une décision et une foultitude de décisions d'adaptation. J'ai bien aimé la référence au général napoléonien. Tout ton plan change au premier coup de canon, évidemment. Merci, Francis. Bon, peut-être avant de revenir, moi je voudrais revenir sur 2 ou 3 petites choses. La première, c'est très important pour un dirigeant, pour un décideur, de ne pas s'enfermer simplement dans des données techniques et de s'alimenter au niveau culturel, au niveau art, en lecture, etc. C'est-à-dire qu'on construit aussi un raisonnement et de l'appropriation sur des sujets où on n'a pas l'habitude. C'est important d'aller voir ce qui s'est passé sur l'historique, de regarder l'ethnologie, la philosophie, enfin, des sujets. Moi, on parlait d'art. Actuellement, moi, je vous conseille un truc formidable aux ateliers de lumière, c'est Picasso en immersif. C'est incroyable, incroyable. Incroyable. C'est plus du Picasso et c'est de l'immersif. Donc ça veut dire que les nouvelles technologies viennent aussi là culbuter l'art et nous replonger dans notre temps. Donc ça montre aussi que tout est possible. Alors sur le suivi de la décision, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit mon voisin. Évidemment, le management a un rôle essentiel, mais un sujet clé, c'est surtout d'avoir une décision qu'on peut expliquer, faire comprendre, répondre, avoir sa porte ouverte pour recevoir, expliquer, re-expliquer, et puis être prêt aux actions correctives. Parce qu'une décision, à l'instant T, je crois que tu l'évoquais, Patrice, à l'instant T, ce n'est pas celle de T+1, encore moins celle de T+2 ou T+3. Eh bien, on va avancer en cheminant, et puis vont apparaître des scories, et ce n'est pas grave. C'est pas grave de prendre un chemin de traverse. L'objectif est là. On avait prévu d'y aller en ligne droite. On va prendre un chemin de traverse, etc. Si ça calme le jeu, si ça crée de l'acceptabilité, si ça rassure, etc. Voilà, c'est ça le sujet. Mais l'objectif et le cap, il doit être donné, on doit le tenir. Rapidement. Je pense que Barthélémy l'a bien dit, il y a des outils pour le suivi des décisions. Moi, je crois que le pire, c'est la décision qui flotte. Pas laisser flotter une décision, c'est on a pris la décision, boum, ça y est, c'est parti dans l'air, ça va suivre. Et ça, c'est aussi la responsabilité des managers, des décideurs, c'est d'avoir une attention à sa décision et de pouvoir revenir auprès des collaborateurs qui doivent exécuter la décision, en disant et du coup vous en êtes où là-dessus et comment vous avez réussi à faire ça, vous m'aviez dit qu'il y avait une difficulté là, comment vous avez réussi à la lever. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pas dire ça y est, j'ai fait le job, j'ai décidé, il y a une instance, un tableau de bord qui est mis en place, on a les KPI, c'est bon, maintenant c'est parti. C'est pas ça. Donc ne laissons pas flotter nos décisions et montrons que nous restons responsables du fait d'avoir à un moment décidé et du coup aller interroger sur la réalisation post-décision. Ok, merci. Je vous remercie déjà pour ces interventions. Charlotte, vous voulez peut-être dire un petit quelque chose sur... Non, c'est bon. Parfait. Peut-être, Julien, faire une petite conclusion. Ça ne va pas forcément être facile de faire cette conclusion parce qu'on a cité Bernstein, Ouais. Steve Jobs, Moi, je ne ferai pas de référence. Pompidou, Chevènement, Non. Véronique et Davina. Non, mais on peut retenir quand même que l'important, c'est déjà de prendre des décisions et qu'il faut prendre une bonne décision. C'est une décision qui est assumée, qui est simple, qui est crédible et qui est expliquée. Et que pour prendre une bonne décision, il faut à la fois allier le rationnel et environner la décision et l'objectiver, mais aussi laisser une place à ses intuitions, ce qui suppose d'accepter ces intuitions, de les travailler et d'être ouvert, de se cultiver pour qu'elles se développent. Et effectivement, l'un des enjeux que je retiens, c'est quand même l'exécution de la décision, qui est particulièrement importante sur les problématiques digitales, mettre en œuvre les projets, les déployer, ce qui suppose de ne pas laisser flotter une décision, l'expliquer, et puis accepter que la décision soit remise en cause, réinterrogée à l'aune de l'évolution d'un contexte. Donc voilà, en quelques mots de synthèse. Merci. On a des questions?
Ah, Alors, une question qui a été posée sur l'appli. Dans le secteur du logement social, certaines décisions politiques peuvent aller à l'encontre de la stratégie. Comment les expliquer aux équipes? qui veut prendre la parole sur ce beau sujet, cette belle question? Moi, je suis pas sûr que. Je suis pas sûr qu'on prenne des décisions. L'exemple qu'a donné Francis, il était édifiant, il était intéressant. C'est-à-dire que peut-être que ça va être perçu par les équipes en se disant, bah oui, mais en fait, nous on avait dit qu'il fallait pas aller sur ce territoire-là, parce que c'est souvent sur ces sujets-là. Mais nous, on a dit que politiquement il fallait y aller. Donc c'est une décision à visée politique dont on dit c'est pas la stratégie. Mais compte tenu des éléments qu'apportait Francis à ses collaborateurs, c'était la manière de ramener la décision dans un champ de stratégie qui dit mais compte tenu de notre promesse faite aux élus, notre promesse d'être sur les territoires, en fait vous pensiez qu'on allait s'embêter à aller là-bas pour 10 logements, mais au bout du compte notre promesse faite aux élus locaux, elle doit être pleine et entière, et ce maire effectivement c'est quelqu'un d'important, mais quand bien même derrière ça se relie à une stratégie d'entreprise, c'est dire on est là au service des territoires. Donc moi je suis pas... Franchement, moi, ça m'est arrivé de dire non, parce qu'on dit non quand même aussi à des injonctions politiques, parce que financièrement, c'est pas raisonnable. D'ailleurs, on rentre dans des champs de négociation. Parfois, un élu nous demande des choses. Et on lui explique que ce n'est pas possible, mais que s'il nous aide financièrement, en apportant le foncier, en arrangeant les bidons sur autre chose, peut-être qu'on pourrait y aller. Et du coup, on ramène la décision dans le champ de la stratégie et des éléments positifs et créateurs de valeur pour l'entreprise. Donc, je ne crois pas... En tout cas, moi, de mon expérience, je suis en train de réfléchir là, dans ma tête. J'ai fait des négociations compliquées avec des gens comme Laurent Wauquiez sur des trucs compliqués. Non, il y a un moment, on leur dit non, ça, monsieur le président ou monsieur le maire, ça va pas être possible. En revanche, et c'est là où on doit être malin, c'est de dire pour autant, si vous faites une partie du chemin, peut-être que du coup, ça viendra rencontrer du coup notre stratégie et nos intérêts d'entrepreneurs et d'entreprises, et du coup, on prendra cette décision. Mais je ne crois pas que ce soit très fréquent qu'on prenne des décisions uniquement parce qu'il y a un oukase politique et le truc qui est vraiment à côté de la plaque de nos engagements stratégiques. Je ne crois pas que ce soit très fréquent dans notre environnement. Je crois que Francis Oui, voulait répondre. juste un mot, parce que la stratégie avec les politiques, évidemment, on doit la prendre en compte. Mais j'ai jamais été l'otage des politiques. Je vais vous citer 2 exemples actuels. Aujourd'hui, le monde HLM est mis à mal par la ministre de la Ville. Je l'ai reçue vendredi matin pendant 2 heures et on a eu une explication franche. Je lui ai dit qu'elle nuisait au secteur HLM. Et il faut être en situation de le dire. Parce qu'on a fait la démonstration avec les élus locaux qui étaient là en disant le travail que vous faites sur le territoire est exemplaire. On a besoin du bailleur. Et quand les parties prenantes disent ça, on est en situation de dire à la ministre écoutez, le propos que vous tenez, il y a peut-être des brebis galeuses comme dans toute activité, mais là vous nuisez au collectif et c'est pas bon. Et elle nous répond mais j'ai besoin que vous m'aidiez. Vous croyez qu'avec cette attitude on a envie de vous aider? Donc c'est ça le sujet. On ne doit pas être otage, on doit être attentif et respectueux. Et puis, il y a des sujets aussi où il faut assumer. J'ai l'exemple sur une ZAC à Bordeaux importante où on a une dérive environnementale qui nous coûte un bras en termes de prix. Eh bien, devant le collectif de tous les acteurs, j'ai indiqué Domon ne viendra plus travailler sur ce secteur. Eh bien, quand vous pesez de manière importante 50% de la production, on vous dit attendez, venez autour de la table, on va rediscuter. Voilà, donc de temps en temps, on n'est pas les otages, on comprend les décisions politiques parce qu'ils sont légitimes, élus, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a le doigt sur la couture du pantalon. J'y suis pour rien, Francis, hein, sur la question info. Pour la couture. Barthélémy. Je suis assez d'accord avec ce que disait Patrice. Les décisions sur lesquelles on peut être confronté à des désaccords, elles sont souvent très opérationnelles. Or, finalement, ça passe parce que ça s'explique assez bien. C'est une commune où il faut investir, une maison en centre-ville qu'il faut racheter pour rénover parce qu'elle est à l'abandon. Finalement, on trouve toujours une explication. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est parfois la confrontation entre nos stratégies, des lois
et les stratégies locales. Je prends un exemple qui est assez ancien, c'est la loi Elan et les ventes HLM. L'État a dit on va lancer la RLS, on augmente la capacité de vente HLM des bailleurs sociaux, on passe à 1% du parc par an, 40 000. Je crois qu'on est à moins de 20 000 aujourd'hui. En local, ça a donné quoi? Tout le monde est à OSRU, donc on ne peut pas vendre, malgré les dispositifs d'accompagnement, etc. Et là, on se retrouve entre bailleurs. Il y en a qui disent moi, j'ai besoin de vendre pour reconstituer mes fonds propres. D'autres qui disent la vente HLM, c'est de la destruction de valeur, il ne faut pas vendre. Les communes qui disent moi je suis au SRU, je ne veux pas vendre, j'arrive pas à reconstituer. De toute façon, je ne veux pas reconstituer de patrimoine, je n'ai pas de terrain, je n'ai pas de friche industrielle, etc., donc je bloque les ventes. Et là, on se retrouve dans un système où finalement l'État a posé quelque chose avec quand même une pression assez forte qu'était la RLS d'un point de vue financier. Moi, sur cette décision, j'ai un regard malheureusement assez financier. C'est pour ça qu'il faut être plusieurs dans la prise de décision et dans l'explication. C'est que je dis, bah ouais, sauf que du coup, il faut quand même que je reconstitue mes fonds propres. Et effectivement, la vente HLM permet des parcours résidentiels, etc. Mais elle permet aussi de reconstituer des fonds propres à court terme. OK. Mais je n'ai pas le droit de vendre parce que la décision locale, c'est de dire on est trop près du SRU, on n'arrive pas à reconstituer suffisamment vite, on démolit avec l'ANRU, etc., etc. Et là, c'est parfois assez difficile d'expliquer aux équipes ventes, par exemple, bah, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer, inventer comme valeur pour arriver finalement à notre objectif, permettre des parcours résidentiels et reconstituer nos fonds propres. Et là, tout le débat sur la CUS est intéressant, parce que derrière la CUS, il y a la vente HLM. Aujourd'hui, les CUS, on nous avait promis un truc hyper simplifié, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. On nous avait promis rapidement de renégocier, j'ai l'impression qu'on n'y est pas non plus. Et là, il y a un enjeu fondamentalement de désaccord entre le métier, le métier qui a plusieurs positions, les collectivités qui ont plusieurs positions, et l'État qui maintient une position tenable, j'en sais rien. Donc je retiens de vos 3 témoignages plutôt une forme de courage et d'affronter les sujets avec les politiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine cette conférence. Je vous remercie encore pour vos interventions riches. Ce que je vous propose pour les gens qui sont en présentiel, c'est éventuellement de pouvoir poser vos questions autour d'un café ou d'un jus d'orange. Et je rappelle que la prochaine conférence est à 11h45 sur le thème de la data et le digital au service de la décision. Merci à tous. Bravo. Une petite photo ?